Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Marion, Kelly et bonjour Alba. Alors, très rapidement, je vais me présenter. Après, je laisserai du coup les speakers se présenter. Je suis Clémentine, je travaille pour l'équipe Community chez Malte, d'où du coup l'intitulé de ce webinaire de cette Malta Academy sur justement le statut de micro-entreprise. Je vais rapidement faire une petite introduction sur le fonctionnement de ce Livestorm afin de laisser tout le monde pouvoir se connecter pour avoir le début de ce webinaire. Donc, vous avez sur la partie chat une barre où vous pouvez nous écrire. Donc, merci de réserver ce chat. Voilà, nickel. Les gens commencent à le faire, super. Pour tout ce qui va être bonjour, je ne vois pas l'écran, je n'entends pas les participantes. Voilà, pas hésiter à utiliser ce chat. Et par contre, s'il vous plaît, pour toutes les parties questions, vous avez juste à côté du chat un petit onglet questions. Merci de bien indiquer toutes les questions sur cette partie-là. Ce sera plus facile pour les speakers de pouvoir toutes les retrouver, afin qu'elles soient pas perdues dans le fil de l'eau du chat. Donc question, partie question. Aussi, avant que justement cette première question arrive, oui, nous sommes enregistrés. Vous pourrez retrouver le replay sur le YouTube Malte Community. Je vais vous mettre l'adresse du YouTube dans le chat. Donc, généralement, les replays sont disponibles. On a un petit peu de temps pour les monter. Donc, no panique, généralement sous 2-3 semaines. Donc, voilà, le replay sur le YouTube. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Malte Academy. En fait, donc on travaille, Kelly et Alba et moi-même travaillons pour Malte. Donc Malte, nous sommes une plateforme de mise en relation entre freelance et clients. Donc pareil, pour toutes les personnes qui sont intéressées pour se lancer en indépendant ou qui auraient des questions sur le fonctionnement de Malte, je vais vous indiquer mon adresse mail dans la partie chat. Pas hésiter à me contacter si vous avez la moindre question. Et je pense que j'ai fait le tour. Donc, je vais pouvoir me mute, descendre de scène. Et puis moi, je vous revois du coup à la fin de ce webinaire. Merci à tout le monde et puis à tout de suite. Merci Clémentine. Du coup, bienvenue à tous. Je me présente, je suis Marion Toussaint, je fais partie du cabinet Number, ex-Goneo. Donc aujourd'hui, je remercie Malte de m'avoir invité à discuter avec vous de la micro-entreprise. On va rapidement faire le tour de la micro et voir si ce statut est toujours adapté pour vous. Donc, je ne sais pas, Alba et Kelly, si vous voulez rapidement vous présenter avant que je démarre peut-être. Avec plaisir. Bonjour tout le monde, moi c'est Alba, je suis Head of Customer Experience chez Malte. Et aujourd'hui, avec Marion, nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Bonjour à tous, donc moi c'est Kelly, je suis donc senior team leader du Customer Care, pour dire plus simplement la manager du service Customer Care qui s'occupe donc de répondre aux questions de tous les freelances sur la plateforme. Super, merci les filles. Du coup, on va commencer. Donc, comme Clémentine le disait, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les indiquer au fur et à mesure dans l'onglet questions. Je pourrai y répondre au fil de l'eau. Donc voilà, le but aujourd'hui, c'est vraiment de vous faire un rappel de ce que c'est la micro parce qu'on pense souvent tout savoir sur ce régime, mais même s'il est assez simple d'apparence, il y a quand même pas mal de petites choses à savoir et à comprendre pour pouvoir anticiper et vérifier que ce statut est quand même le plus intéressant pour vous. Donc, on va rebalayer ça ensemble aujourd'hui. Et donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre un maximum. Donc, pour rappel, la micro-entreprise, donc plus communément appelée auto-entreprise et auto-entrepreneur dans le langage courant, il faut savoir que c'est la même chose en fait, la micro-entreprise et l'auto-entreprise. Comment ça fonctionne? Tout va être basé sur votre chiffre d'affaires encaissé. Donc, je précise, c'est bien l'encaissement et pas la facturation, mais tout se passe vis-à-vis de ce chiffre d'affaires-là. Donc, ce qui veut dire que vos cotisations sociales et votre impôt sur le revenu va être calculé en fonction de votre chiffre d'affaires et c'est vraiment la donnée principale pour toute votre comptabilité. On a une comptabilité qui est assez légère en fait. La seule chose que vous aurez à faire, ça va être de déclarer bien votre chiffre d'affaires sur le site de l'URSSAF tous les mois ou tous les trimestres en fonction de votre choix. Et
si vous êtes soumis à TVA, de faire votre déclaration de TVA, mais de base, vous êtes en franchise de TVA, ce qui veut dire que vous n'avez pas à déclarer de TVA, donc vous n'en facturez pas et vous n'en déduisez pas également. Donc ça, c'est l'option de base. On verra par la suite que ça peut évoluer en fonction de votre montant de chiffre d'affaires. Concernant les catégories d'activités qui peuvent être concernées par la micro-entreprise, c'est très, très large. C'est toutes les activités commerciales, artisanales et libérales. Donc, je sais qu'aujourd'hui, chez Malte, on est sur plutôt des activités de freelance et plutôt de prestation de services. Donc, je vais me concentrer sur ce qui vous concerne en termes de seuil, etc., tous les chiffres qui sont liés plutôt sur de la prestation de services. Mais je vous ai également mis dans la présentation les chiffres pour les autres catégories, si ça peut vous intéresser pour la suite ou pour votre culture ou parce que votre activité peut être concernée si vous avez notamment une double activité, ce qui est tout à fait possible en micro-entreprise. Le plus important, enfin pas le plus important, mais une notion qui va être très importante en tant que micro-entreprise, ça va être votre protection sociale. Il faut savoir que quand on est micro-entrepreneur, on est affilié au régime des travailleurs non salariés. Nous sommes TNS, comme pour l'anagramme, et on cotise auprès de la SSI. La SSI, c'est la Sécurité sociale des indépendants. Donc voilà, donc vous cotisez auprès de ce régime. Donc c'est un régime qui est différent de lorsqu'on est salarié, voilà, lorsqu'on était salarié. Donc on a un régime différent, on cotise auprès d'organismes différents et on a une protection sociale qui est différentes. En termes de calcul des coûts des cotisations sociales que ça vous coûte, le taux de charge sociale pour des activités de profession libérale, donc tout ce qui va être sur la prestation de service, on est à un coût de 22% de chiffre d'affaires. Donc, imaginons, je vais faire un exemple tout simple. Vous avez 1 000 € de chiffre d'affaires. Vous allez devoir 220 € de cotisations sociales pour payer vos cotisations sociales. Ok, ces cotisations sociales donnent droit à ce qu'on appelle la protection sociale, qui est la maladie, la prévoyance et la retraite. Donc en France, il faut savoir que la maladie, c'est la même pour tout le monde, mais que sur la prévoyance et la retraite, vous êtes sur un régime qui est différent des salariés et qui est souvent un peu moins protecteur. Donc faites bien attention à ça. Il faut parfois penser à compléter sa mutuelle et sa prévoyance via des contrats complémentaires privés. Ok, je vois qu'il y a une question. Alors, Kautar, j'aimerais me lancer en tant que traductrice freelance si je suis actuellement cadre en CDI. Quel statut juridique le plus adapté pour me lancer? Kautar, je ne peux pas te répondre comme ça. En effet, il n'y a pas de meilleur statut. Ça va vraiment être en fonction de ta situation personnelle, de ton projet, de tes prévisions, etc., etc. Dans ce cas-là, on peut en parler de façon plus individuelle, de manière plus personnalisée si tu le souhaites à la fin de ce webinaire, parce que je ne pourrais pas te répondre comme ça, mais c'est des choses dont on peut discuter bien évidemment par la suite. Donc, je te donnerai la possibilité de réserver un créneau dans mon agenda si tu veux. On pourra regarder ça ensemble. Vincenza, non, ce n'est pas 22,2% le taux, c'est bien 22%. Peut-être que tu payes 24,2 de ton côté. C'est peut-être parce que tu as le prélèvement libératoire. On en reparlera après. C'est quelque chose de différent. Et non, on n'est pas passé de la SSI à la CPAM. Hein. Vous êtes bien à la SSI en tant que micro-entrepreneur. OK. Quand vous lancez en micro-entreprise, vous pouvez obtenir l'ACRE. L'ACRE, qu'est-ce que c'est? C'est une réduction de vos cotisations sociales du taux pendant une année. OK, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez lancer votre micro-entreprise, là, par exemple, en juin 2021. Pendant un an, au lieu de payer un taux de 22%, vous allez payer un taux de 11%. Ça va vous permettre d'avoir une réduction de ce coût, de ces cotisations sociales et de payer moins. Attention, c'est une année, ce n'est pas une année civile, c'est bien une année de date à date. Donc, si vous commencez en juin, ça terminera en mai de l'année prochaine. Donc, c'est bien 12 mois et il faut faire attention parce que des fois, on crée sa micro-entreprise en se disant que de toute façon, ça ne coûte rien, etc. Mais à partir du moment où vous créez, vous déclenchez cet axe et donc, ça serait dommage de perdre cette réduction de cotisation sociale et de créer trop tôt. Donc, pensez bien à ça lorsque vous vous lancez à créer à partir du moment où vous en avez besoin. OK ?
Alors, oui, Djalal, vous étiez à 5,5 la première année pour votre taux de cotisation sociale. Il faut savoir que auparavant, l'ACRE, c'était un dispositif différent qui a changé l'année dernière. Avant, l'ACRE était sur 3 ans et en effet, on était sur un taux progressif à 5,5, puis à 11, puis à 19, puis à 22. Maintenant, c'est différent. Maintenant, quand vous allez créer, vous passez à 11% la première année, puis à 22% pour tout le monde. C'est comme ça a changé, ils ont changé leur manière de fonctionner et on n'est plus sur ces taux-là, on est sur des taux différents. Donc voilà pour l'ACRE. À savoir que l'ACRE, vous pouvez l'obtenir, mais si vous en avez déjà bénéficié dans les 3 dernières années, vous ne pourrez pas en rebénéficier pour cette micro-entreprise. Donc c'est important de bien vérifier de votre côté si vous pouvez en bénéficier ou non. En termes de protection sociale, je vais faire un petit point. C'est souvent un point qu'on n'aborde pas vraiment quand on est à son compte, mais qui pour moi est important. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas protégé de la même manière que lorsque vous étiez salarié. Donc, en fait, est-ce que vous êtes moins couvert en micro que sous une forme juridique? Alors, par rapport à un autre statut d'indépendant qui peut être une EURL ou une entreprise individuelle, par exemple, non, vous êtes sur le même régime, donc vous êtes protégé de la même manière. Par contre, oui, vous allez être moins protégé qu'un salarié ou moins protégé que quelqu'un qui est au régime assimilé, donc qui va assimiler salarié, pardon, et qui du coup sera sur un format plutôt SAS ou SASU. OK ? Est-ce que vous avez droit à des indemnités journalières en cas de maladie? Si vous êtes à la Sécurité sociale des indépendants, oui. Si vous êtes à la CIPAV, donc ça, c'est pour être les personnes qui sont en micro, mais qui ont créé auparavant, les dernières années, vous n'avez pas le droit à des indemnités journalières. OK ? Est-ce que vous avez le droit à une rente d'incapacité et validité? Oui. Vous cotisez bien pour vos 4 trimestres de retraite à condition de faire un minimum de chiffre d'affaires, donc de minimum 12 000 € si vous êtes en BIC ou de 9 700 € si vous êtes en BNC. Si vous faites ces minimums-là, oui, vous cotisez pour vos 4 trimestres de retraite. Et par contre, est-ce que vous cotisez à l'assurance chômage? C'est non. Et ça, c'est le cas pour toutes les personnes qui sont à leur compte. Si vous soyez en société ou en micro-entreprise, vous ne cotisez pas pour le chômage. Alors, je vois qu'il y a une question de Laurent. Quelle est la différence entre micro-entreprise et URSSAF artiste-auteur? Alors, la différence, c'est que vous ne cotisez pas auprès de l'URSSAF, mais enfin, vous cotisez auprès de l'URSSAF des artistes-auteurs. Donc, vous avez un statut qui est spécifique, qui est lié à votre activité et qui est défini par votre activité et qui, du coup, est uniquement spécifique à vous. C'est plutôt intéressant d'être artiste-auteur. Vous avez une couverture sociale qui est plus protectrice que le régime de base URSSAF. OK ? Alors, vous venez de devenir père, Nicolas. Est-ce qu'il existe une équivalence des congés paternité pour les micro-entrepreneurs? Alors oui, il existe des congés paternité pour les personnes à leur compte. Attention, c'est sous couvert de certaines conditions. Donc, il faudrait vous renseigner directement auprès de votre caisse d'assurance maladie pour leur demander ce qu'il en est. Alors, Lionel, je regarderai votre lien à la fin. Je ne vais pas le faire aujourd'hui. Mais en fait, je vais répondre aux autres questions. Est-ce qu'on peut passer de la CIPAV à la SSI? Alors ça, il faut vous renseigner auprès de la CIPAV directement. Normalement, des fois, ils acceptent, des fois, ils n'acceptent pas. C'est en fonction de votre situation. Alors, oui, en fait, la CPAM, c'est pour la maladie, Lionel. Donc, en fait, la SSI, c'est votre régime d'affiliation de base, mais la CPAM, c'est pour tous en France. Comme je le disais tout à l'heure, la maladie, c'est pour tous. Et vous êtes pour la prévoyance et la retraite auprès de la SSI. OK? Je vois qu'il y a des questions dans le chat. Est-ce que, du coup… OK. Super. C'est des questions autres. Du coup, je continue. Si j'ai répondu à toutes les questions, dites-moi si ce n'est pas le cas. En termes de fiscalité, du coup, on a fait le point sur la partie sociale. En termes de fiscalité, il y a 2 manières d'être imposé quand on est en micro-entreprise. Soit on est au régime de l'abattement, soit on est au prélèvement libératoire. Donc, comment ça se passe? Si vous êtes à l'abattement, c'est le régime le plus classique, le normal, on va dire. Vous allez avoir un abattement de 34% pour frais.
Ce qui veut dire qu'en micro-entreprise, qu'on ne prend pas en compte tous les frais liés à votre activité. Il n'y a pas de frais réels. Que vous ayez 0 frais ou 50% de votre chiffre d'affaires en frais, c'est la même chose en termes de fiscalité pour calculer votre impôt sur le revenu. Donc, il faut faire attention à ça en micro parce que ça peut être du coup peu intéressant si vous avez beaucoup de frais liés à votre activité. Il faut faire attention à bien surveiller votre montant de charges liées à votre activité. Donc, comment ça fonctionne? On va avoir un abattement de 34% pour les professions libérales. Sinon, c'est un abattement de 50 ou de 71%. Mais comment ça se calcule? Imaginons que vous ayez un chiffre d'affaires de 1 000 €. Les impôts vont venir vous imposer sur, du coup, 660 €. OK. Du coup, dans ce cas-là, c'est votre propre taux d'imposition qui va s'apposer sur ces 660 € et non sur ces 1 000 €. Donc, vous avez bien cet abattement de 34% qui est considéré pour les frais que vous pouvez avoir, qui comporte aussi les cotisations sociales. Donc, voilà. Donc, faites attention. Si vous n'avez pas beaucoup de frais, ça peut être très intéressant parce que vous allez payer de l'impôt sur de l'argent, mais qui va être un taux réduit par rapport à ce que vous allez vraiment toucher. Par contre, si vous avez beaucoup de frais, vous allez payer de l'impôt sur de l'argent que vous n'allez pas réellement toucher parce que vous allez avoir beaucoup plus de frais que ces 660 € qui va vous rester. OK ? Donc, c'est un taux à bien surveiller. Vous pouvez avoir droit au prélèvement libératoire. Je crois que c'était Vincenzo tout à l'heure qui avait droit à ça. Le prélèvement libératoire, qu'est-ce que c'est? C'est au lieu d'avoir cet abattement, vous allez payer 2,2% de votre chiffre d'affaires en imposition sur le revenu. OK. Alors, du coup, comment ça se calcule pour savoir si vous avez le droit au prélèvement libératoire? C'est en fonction de votre quotient familial. C'est en fonction de votre revenu fiscal de référence. Donc, il se calcule par rapport à un N-2. La limite, c'est 27 086 € par part de quotient familial. Donc, imaginons que vous êtes une personne seule. Vous avez le droit, si vous avez un revenu en dessous de 27 086, vous y avez le droit. Si vous avez deux parts dans votre déclaration d'impôt sur le revenu, ça fait x2. Si vous êtes si vous êtes un couple avec un enfant, vous avez 2,5 parts, vous faites 27 086 x 2,5. Et là, ça vous donne le montant qu'il ne faut pas dépasser pour avoir le droit à ce prélèvement libératoire. Donc, le prélèvement libératoire, clairement, ça peut être ultra intéressant si vous êtes déjà imposé parce que du coup, ça va réduire votre impôt à 2,2% de votre chiffre d'affaires. Par contre, attention, si vous n'êtes pas imposé, si vous payez 0% d'impôt, ne choisissez pas cette option parce que ça va vous faire payer de l'impôt alors que normalement, vous n'y avez pas le droit. Donc, comme je le disais, il faut bien regarder votre revenu fiscal de référence et c'est le N-2. Donc, par exemple, là, si vous voulez voir si en 2021, vous y avez le droit, il faut regarder votre revenu de 2019. OK? Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions. Samy, aurais-tu des conseils sur les meilleures mutuelles adaptées aux freelances? Alors, ce n'est pas ma spécialité, la protection sociale. Moi, j'alerte juste parce que je pense que c'est un sujet important qu'on n'aborde pas souvent. Mais je sais que les mutuelles type Alan ou WeMind sont pas mal adaptées aux freelances. Peut-être que Alba et Kelly auront des infos là-dessus ou plus. Mais voilà, moi, je sais que j'ai pas mal de personnes avec qui je travaille qui passent via ces deux sociétés. Les limites de CA ne sont pas les mêmes pour adhérer au prélèvement libératoire selon qu'on soit seul ou en couple. Le couple doit-il être marié ou pacsé pour que ce taux élargi s'applique pour l'auto-entrepreneur? Louise. Alors, Louise, en fait, c'est lié à votre déclaration d'impôt sur le revenu. Il faut que vous déclariez à deux. Pour que ça soit pris en compte, il faut que sur votre déclaration d'impôt, ça soit à 2 ou à 2,5 ou à 3 en fonction du nombre de personnes que vous êtes dans le foyer. Mais pour que ce taux évolue et grossisse, il faut que forcément vous soyez plus dans le foyer et que du coup, vous puissiez avoir ce calcul en fonction du nombre de personnes dans le foyer. Alors, Pascal, cela fait 2 ans que j'ai créé. Je vois que mes trimestres de retraite ne sont pas comptabilisés alors que mon CA est de 70K. Est-ce une situation courante? Pascal, c'est une situation spécifique à vous. Je ne saurais pas vous dire. Il faut vous rapprocher de la SSI, de l'URSSAF pour voir ce qu'il en est. Car je ne saurais pas vous dire. Normalement, vous êtes censé cumuler vos trimestres. Donc, je vous invite à vous renseigner plus spécifiquement. Je ne pourrais pas vous dire exactement ce qu'il en est.
Le calcul en toile pour savoir si on est au prélèvement libératoire. Je vois que le prélèvement libératoire pose beaucoup de questions. Je vais essayer d'aller vite pour ne pas perdre trop de temps. Pour le calcul, si vous êtes seul, c'est un taux, il faut avoir un revenu fiscal de référence en dessous de 27 086. Ça, c'est le montant pour une part. Si vous êtes 2 dans votre déclaration d'impôt sur le revenu, vous faites x2. Si vous êtes avec un enfant, ça vaut une demi-part. Vous faites x 2,5. Vous prenez toujours ce montant de 27 086. Est-ce que c'est bon, Antoine, du coup? Alors, il faut faire la demande avant le 30 septembre pour opter pour le prélèvement libératoire si vous n'avez pas opté lors de la création. Normalement, c'est quelque chose qui se fait, la demande se fait au moment de la création de la micro-entreprise. Si vous n'y aviez pas droit au moment de la création et que du coup vous aviez l'abattement et que vous voyez par la suite que vous y avez le droit pour l'année prochaine, là par exemple vous vous rendez compte sur votre déclaration 2021 que votre RFR de 2020 est en dessous, vous pouvez faire la demande pour 2022, il faut le faire avant le 30 septembre, c'est la deadline, ok? Alors, le prélèvement libératoire pourrait être mis par défaut alors que je n'y ai pas le droit. Je l'ai alors que d'après tes critères, je n'y ai pas le droit. Peut-être, Camille, que lorsque tu as créé, tu as opté pour ce prélèvement libératoire et que en fait, tu n'y avais pas le droit. Donc, il faut faire attention. Je t'invite à te rapprocher du coup de l'URSSAF pour modifier cette indication et auprès des impôts pour modifier cette indication, ce taux parce que du coup, tu n'y as pas le droit et du coup, il y a un risque quand même de te faire retoquer à ce niveau-là. Alors, en 2020, je cumulais 1000 CRO et alternance. Oui, en effet, c'est les revenus total du foyer. Ce n'est pas que les revenus de la micro-entreprise. Il faut bien prendre tout votre revenu fiscal de référence. Alors, je vais essayer d'aller… Alors, dans quel cas le prélèvement libératoire n'est pas intéressant? C'est si tu ne payes pas d'impôt. C'est dommage de prendre une option où tu payes 2,2% alors que de fait, tu n'en aurais pas passé. Alors, je vais essayer d'enchaîner sur la suite. On reviendra sur le prélèvement libératoire. J'ai vu que je n'avais pas répondu à toutes les questions, mais on pourra peut-être y revenir à la fin. Je vais essayer d'avancer pour qu'on ne perde pas trop de temps sur le prélèvement libératoire. Alors, on va passer maintenant au seuil. Il faut savoir que pour conserver ce statut de micro-entrepreneur, il faut respecter un certain plafond de chiffre d'affaires. Il se peut qu'un jour, vous déplacez ce plafond. Ça peut être fait de manière volontaire. Vous avez un fort développement sur votre micro-entreprise qui va vous amener à changer de régime. Dans ce cas-là, je vous invite fortement à faire le point en amont pour réfléchir au meilleur statut qui pourra s'offrir à vous pour la suite. Ou alors, ce déplacement peut être involontaire. Vous avez une entrée d'argent importante qui va vous entraîner un dépassement des plafonds du chiffre d'affaires. Et comme je l'ai bien dit tout à l'heure, c'est bien sur le chiffre d'affaires encaissé. Donc, généralement, ça peut arriver en fin d'année. Donc, c'est sur le chiffre d'affaires encaissé, pas sur le facturé. Donc, peut-être que vous aviez imaginé qu'un client, vous allez payer que l'année prochaine ou autre. Mais si vous payez en amont, ça peut vous faire changer de régime à ce moment-là. Alors, je vois que j'ai des questions. Marion, j'ai très peu de frais, mais je suis au prélèvement libératoire. Possible de repasser en abattement à 34%. Elias, oui, c'est possible. Après, il faudra faire le calcul parce que c'est pas sûr que l'abattement soit plus intéressant, mais c'est possible de repasser à l'abattement. Jalal, justement, vu que l'on n'éduit pas de charge, à quel montant de CA supérieur au plafond sur 2 années consécutives est-il préférable de basculer sur un autre statut plutôt que de venir sous le plafond la deuxième année? Alors, Jalal, ça dépend vraiment de votre situation perso, du montant de vos charges, de vos projets, etc. Si vous avez de la prestation, si vous avez beaucoup de charges, etc. Il faut vraiment faire le point de manière individuelle. Il n'y a pas de recette précise. Il n'y a pas, à partir de ce moment-là, il faut basculer. Ça n'existe pas. Ce qui sera vrai pour vous ne le sera pas forcément pour votre collègue. Donc, c'est vraiment des situations individuelles. Il faut faire le point, il faut faire des simulations. C'est des choses qui sont possibles pour vérifier que ce basculement, ce passage se fasse au bon moment. L'intérêt étant de garder le statut de micro-entreprise car très avantageux en gestion et fiscalement. Oui, c'est souvent le cas, mais attention, il y a des moments où c'est plus forcément le cas. Donc, il faut se poser les bonnes questions au bon moment. J'y reviendrai après. Oui,
Et on va, Jalal, vous anticiper sur la suite de la présentation. Et oui, Pierre, il faut bien compter les indemnisations chômage pour le calcul du plafond. En fait, ce n'est pas vous qui allez le faire, le calcul du plafond. Il faut que vous regardiez sur votre avis d'impôt. Vous allez avoir le montant. Ça va être écrit revenu fiscal de référence. Vous allez avoir un montant et vous allez avoir le montant, le nombre de parts sur votre déclaration d'impôt. Il n'y a aucun calcul à faire de votre part. C'est juste que vous vérifiez que vous êtes en dessous du seuil ou pas en dessous du seuil. OK ? Ce n'est pas vous qui allez calculer tous vos revenus. C'est les impôts qui prennent votre montant et qui vous disent le montant de revenu fiscal de référence que vous avez. Et vous regardez si vous êtes au-dessus ou en dessous. Si vous êtes en dessous, vous avez le droit au prélèvement. Si vous êtes au-dessus, vous n'y avez pas le droit. OK ? Allez, je vais maintenant parler des seuils pour la micro qu'il ne faut pas dépasser pour bénéficier toujours de ce régime micro-entreprise. Alors, si vous êtes en activité libérale, en prestation de service, il faut savoir que vous avez un seuil de chiffre d'affaires qui est de 72 500 €. OK ? Si vous dépassez ce seuil-là 2 années consécutives, j'appuie bien sur les 2 années consécutives, vous sortez automatiquement du régime micro-entreprise pour passer en entreprise individuelle au régime réel, dont je parlerai juste après. Ce qui veut dire que c'est bien 2 années consécutives. Si, comme Jalal le disait tout à l'heure, si vous êtes en 2021 à 100 000, si en 2022 vous êtes à 60 000, en 2023, vous avez toujours le droit d'être en micro-entreprise. OK ? C'est par contre, si en 2021, vous faites 100 000, en 2022, vous faites 100 000, en 2023, vous sortirez du régime micro. Il faut bien avoir dépassé ce seuil les 2 années de suite. OK ? Il n'y a pas de montant maximum de dépassement sur une année, Alexandre. Par contre, attention, hein, parce que je vous alerte, hein, parce que le montant de votre impôt est quand même calculé sur votre chiffre d'affaires. Donc, si vous avez un chiffre d'affaires hyper haut, votre impôt, vos cotisations sociales vont être hyper hautes et ce n'est pas forcément la meilleure option. Peut-être que d'autres statuts seront plus adaptés si vous prévoyez déjà d'avoir des chiffres d'affaires de plus de 100 000 € dès les premières années. OK ? Mais par contre, il n'y a pas de limite de dépassement. Pour ce qui va être du… mais Pierreté, je pense que j'ai répondu. Faut-il compter le chômage pour le seuil ? Vous parlez du seuil du prélèvement libératoire ou vous parlez du seuil de chiffre d'affaires ? Je ne comprends pas. Parce que pour le prélèvement libératoire, je vous ai répondu tout à l'heure. OK. Non, pour le seuil de CA, là, je vous parle bien du chiffre d'affaires, donc du chiffre d'affaires généré par la micro-entreprise. Donc, c'est pour les factures que l'on fait. OK ? Donc, c'est sur le chiffre d'affaires qui est encaissé d'ailleurs. Hein. On est toujours sur le chiffre d'affaires encaissé. Je le répète, mais c'est important. Donc, si vous dépassez ces 72 500 € de chiffre d'affaires encaissé 2 années de suite, vous sortez du régime micro. Concernant la TVA, je vois que Camille introduit ma prochaine présentation, le prochain point, c'est la TVA. Si vous encaissez, il y a 2 seuils. Si vous encaissez, il y a un seuil haut et un seuil bas. Si vous dépassez le seuil, vous allez basculer à la TVA. Si vous dépassez le seuil haut, il est 36 500. Je ne l'ai pas noté sur la présentation, mais ce seuil haut, c'est 36 500. Si vous dépassez une seule fois 36 500 € de chiffre d'affaires encaissé, vous êtes automatiquement soumis à la TVA à partir du premier jour du mois en cours. Ce qui veut dire que là, imaginons que le 17 juin, je vais encaisser 37 000 €. OK ? Toutes mes factures émises à partir du 1er juin doivent être avec de la TVA. Donc, ça veut dire qu'il faut anticiper ce changement de régime de TVA. Et donc, il faudra bien suivre vos encaissements de chiffre d'affaires pour pouvoir faire vos factures de la bonne manière. OK ? Ça, c'est le seuil haut. Donc, si vous dépassez une seule fois, tout de suite, vous êtes soumis à TVA. Le seuil bas, c'est 34 400. OK ? Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine tolérance entre 34 400 et 36 500. Si vous dépassez une seule fois 34 400, mais sans jamais dépasser 36 500, c'est OK. OK. Il va falloir dépasser 2 années de suite, pareil, 2 années consécutives, pas comme pour le chiffre d'affaires. 2 années de suite, c'est 34 400 sans jamais dépasser les 36 500 pour être soumis à la TVA en année 3. Donc, imaginons qu'en 2021, je fais 35 000. En 2022, je fais 35 500. En 2023, je serai soumis à la TVA. OK ? Mélisse, au moment du passage à la TVA, comment gérer les factures qui sont encore exonérées de TVA ? Alors, tu parles de tes factures que toi, tu émets ?
ou les factures que tu payes. Si tu émets des factures, tu vas devoir refaire les factures que tu as faites à partir du moment où tu as dépassé le seuil. Ouais, les factures émises, comme je te le disais, comme dans mon exemple, si le 17 juin, j'ai encaissé 37 000 €, je vais devoir refaire toutes mes factures depuis le 1er juin pour qu'elles soient avec de la TVA. Donc ça, c'est si je n'ai pas anticipé mon dépassement de seuil et que je n'ai pas anticipé ce changement de régime à la TVA. Mais si vous savez qu'en juin, vous allez dépasser ces 36 500 € d'encaissement, vous pouvez déjà émettre des factures à partir du 1er juin avec de la TVA. Alors oui, Lionel, une fois que vous changez de régime de TVA, ça vaut pour toutes les autres fois. Ok, donc vous restez soumis à la TVA les années suivantes. Sauf si vous savez que vous allez faire un chiffre d'affaires plus bas, vous pouvez essayer de demander aux impôts de vous rebasculer au régime franchise en base. Mais ce n'est pas sûr qu'ils acceptent. Hein, ça a leur bon vouloir. Alors, si on dépasse les 36 500, est-ce qu'on est soumis à la TVA dès le 1er janvier de l'année qui suit? Oui, aussi. Vous êtes soumis à partir du moment où vous le dépassez et c'est le cas pour la suite. Petite information qui est importante. Là, je vous parle des seuils sur une année civile. Si vous avez créé en cours d'année, il faut bien sûr proratiser ces seuils. OK? Donc, par exemple, si vous avez créé le 1er juillet de 2021, ça ne sera pas 72 500 qu'il ne faudra pas dépasser, ça sera 37 000 € qu'il ne faudra pas dépasser. 72 500 divisé par 2, parce que vous n'aurez que 6 mois de l'année. OK? Donc, c'est bien au prorata du nombre de mois liés à la création. Est-ce que, donc, OK, je passe parce que je voulais expliquer sur cette slide. Je vois qu'il y a des chats. Est-ce que c'est des questions? OK. Oui, si vous êtes en micro-entreprise et que vous avez du portage salarial, c'est les mêmes seuils. Comme je vous le disais, ces seuils, c'est lié vraiment à votre activité de micro-entreprise. Ça ne prend en compte que votre chiffre d'affaires, que ce qui est généré sur la micro-entreprise. OK? Tout ce qui va être portage, ça va être une comptabilité, une gestion à part qui sera fait via votre boîte de portage. Là, on est vraiment sur votre activité de micro. OK? Alors, je vous ai fait un petit récap des raisons qui peuvent vous amener à quitter la micro-entreprise. Donc, ça va être des raisons involontaires, par exemple, ou parce que votre activité cartonne, vous avez dépassé les seuils. Donc, dans ce cas-là, forcément, vous allez quitter le régime de la micro. Au contraire, ça va être, vous allez avoir une réflexion parce que vous avez un taux de charge qui est important. Vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de sous-traitance, vous faites appel à d'autres prestataires, etc. Et en fait, finalement, c'est potentiellement pas intéressant pour vous de rester en micro-entreprise. Une raison pour laquelle aussi vous pouvez vous poser cette question, c'est que vous êtes à Pôle emploi, que vous percevez des allocations chômage. Pourquoi? Parce que, en fait, quand vous allez percevoir du chiffre d'affaires, Pôle emploi va se décaler, ou ils vont soit vous compléter, soit décaler vos droits. Alors que si vous êtes sur un régime société, potentiellement, vous pouvez cumuler les deux. Donc voilà, c'est des questions, c'est des axes qui vont vous permettre de vous poser les bonnes questions. Pour l'impôt, si vous n'avez pas le droit au prélèvement libératoire et que vous êtes sur des chiffres d'affaires qui sont importants, peut-être que vous allez avoir un taux d'imposition sur le revenu qui va exploser. Peut-être qu'en plus, vous avez des revenus fonciers, d'autres revenus à côté. Et dans ce cas-là, vous n'avez aucune manière d'optimiser votre impôt et d'optimiser ce que vous allez payer. Donc là, peut-être qu'également, il faut vous poser la question de basculer sur une société qui vous donnera plus de levier pour optimiser votre fiscalité. OK. Et une autre raison, c'est votre patrimoine. Si vous souhaitez faire bien une distinction entre votre pro et votre perso, peut-être que basculer sur un régime société, donc avec une entité bien distincte qui a ses propres statuts, son propre patrimoine, ça peut vous aider. Parce que quand vous êtes en micro, c'est une personne physique, il n'y a pas de distinction entre vous et la micro-entreprise. Tout se mélange. Donc, il faut faire attention aussi à ça. OK? Si vous dépassez les seuils, vous allez basculer automatiquement en entreprise individuelle. En fait, ce n'est pas réellement un changement de statut. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous êtes en micro-entreprise, vous êtes déjà en entreprise individuelle, mais avec un régime simplifié, le régime simplifié de la micro-entreprise. Mais de base, vous avez une entreprise individuelle au régime simplifié. OK? Donc, quand vous basculez
vous dépassez les seuils de chiffre d'affaires, vous basculez automatiquement en entreprise individuelle au régime réel. Donc, ce qui veut dire que vous allez avoir une fiscalité, une comptabilité qui est différente. On va prendre votre chiffre d'affaires, on va enlever vos charges et ça va donner votre bénéfice. Et tout va se calculer à partir de votre bénéfice. Ce statut peut être intéressant, mais pas forcément parce qu'il n'y a pas énormément non plus d'optimisation possible. Ce qui est généralement, en fait, ce qui est important de savoir, c'est que l'entreprise individuelle, vous êtes au réel, vous allez avoir une responsabilité illimitée et si vous allez devoir honorer toutes les dettes. Donc, il faut vraiment faire attention à ça et potentiellement, il faut réfléchir à penser à une société. Donc, je sais que parfois, ça peut faire peur parce qu'on passe sur le cas de société avec du coup des statuts, un bilan à faire, etc. Mais vous allez pouvoir peut-être, donc je ne dis pas que c'est tout le temps le cas, hein, mais en fonction de votre situation, optimiser et vérifier que tout ce qui est dans votre micro, votre activité, va être optimisé. Vous allez générer du chiffre d'affaires, payer des charges, etc. Et ça sera pris en compte. Si vous avez envie qu'on fasse un point personnel et qu'on en discute, c'est totalement possible. On le fait généralement avec les freelances de Malte sans aucun problème. Je vous ai mis mes coordonnées et je vais vous mettre dans le chat le lien de mon calendrier si vous voulez en réserver un créneau de 30 minutes de conseils gratuits par rapport à ça. C'est totalement possible. OK, je vous le mets dans le chat. Et échanger sur votre statut. Du coup, s'il y a d'autres questions, voilà, n'hésitez pas. Est-ce qu'en EI, on a le droit au chèque CESU et au chèque vacances? Alors, en fait, vous serez toujours en personne individuelle. Donc, en fait, vous les déduirez de votre impôt sur le revenu. Mais on va dire que c'est des choses qui sont plus optimisables en société également. Et quand on passe en société, et voilà, là, Vincenza en a parlé, mais il y a pas mal de petites choses qui existent pour pouvoir optimiser, notamment si on travaille de chez soi, de passer un loyer, ses charges, etc., charges mixtes sur sa société. C'est des choses voilà, dont on peut discuter, mais qui sont sur un autre sujet qui va être sur les statuts juridiques, mais dont on pourra parler ensemble sans aucun problème. Si vous n'avez pas d'autres questions, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions vis-à-vis du prélèvement libératoire. Je sais que je suis allée un peu vite sur ça, mais s'il n'y en a pas d'autres, je vois qu'Alexandre en aura posé une sur le prélèvement libératoire. Si on a le droit au prélèvement libératoire à la création d'un micro, ce droit peut-il être supprimé au bout de quelques années si les revenus dépassent les 27K? Oui, c'est à vous de vérifier et de passer au régime de l'abattement auprès des impôts, Alexandre, pour bien payer votre impôt de la bonne manière qu'il faut. OK? Si c'est tout bon pour vous, je vais laisser la parole à Kelly et à Alba. S'il y a d'autres questions qui viennent dans le chat, j'essayerai d'y répondre par écrit. Et sinon, je reprendrai la parole à la fin. Kelly, Alba, je vous laisse la parole pour la suite du coup. Merci Marion. Alors du coup, sur Malte, nous on vous a préparé donc les questions récurrentes qu'on reçoit donc au Customer Care par les freelances. Donc on a préparé 2 questions en mettant un petit peu le contexte. Donc ici on a un freelance qui est en micro-entreprise depuis quelques temps et qui vient tout juste de se rendre compte que il a dépassé le seuil de chiffre d'affaires autorisé en franchise de TVA. Il y a maintenant 3 mois. Donc aujourd'hui on est en juin, il s'en est rendu compte qu'il aurait dû justement facturer la TVA depuis mars. Donc, comment est-ce que le freelance doit faire pour ses factures déjà payées par le client et pour ses missions en cours? Et du coup, la réponse c'est de votre côté, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander d'abord l'accord écrit du client parce que bien sûr, c'est le client qui va devoir régulariser la situation, reprendre les factures, récupérer les factures pour pouvoir payer cette TVA. Donc, il nous faut bien l'accord écrit pour pouvoir reprendre ces factures. Ensuite, vous devez contacter donc le Customer Care, donc mon équipe à l'adresse support@smalt.com. Et en parallèle aussi, de votre côté, changer votre forme légale directement dans votre partie compliance, donc la partie paramètres de mon entreprise. Vous passez donc de auto-entreprise, micro-entreprise à auto-entreprise, micro-entreprise avec option TVA. Sachant que sur la plateforme, quand on change de statut, que ce soit juste auto-entreprise à
au statut option TVA, c'est considéré comme un tout autre statut. Donc, il faut vraiment remettre tous ces documents légaux, remettre ces mentions légales pour pouvoir redevenir une entreprise vérifiée sur la plateforme. De notre côté, donc, Malte va reprendre les factures. Vu qu'on est mandataire de facturation de toute notre activité sur la plateforme, on est en obligation de reprendre donc vos factures depuis le premier jour du mois de dépassement, donc depuis le mois de mars. Donc, nous devrons reprendre les factures du mois de mars, avril, mai et juin. Ensuite, nous vous transmettrons donc les documents et on les transmettra également aux clients pour qu'ils puissent les récupérer et payer la TVA. Ensuite, ces fonds-là vont transiter par la plateforme et nous vous les transférerons une fois reçus directement dans votre portefeuille électronique et directement à votre compte bancaire qui sera ajouté sur la plateforme. Petit détail, donc pour vos missions en cours, si vous êtes en mission courte, il vous suffit, vous aurez un petit bouton donc directement sur la mission qui vous sera proposé quand vous aurez changé de statut, qui vous proposera de reporter vos nouvelles mentions légales et ensuite vous pourrez modifier donc votre devis pour ajouter la TVA à 20%. En mission récurrente, par contre, c'est un peu plus compliqué de modifier la mission. Du coup, le plus simple, c'est de terminer la mission, c'est-à-dire indiquer 0 jour travaillé pour le mois en cours, faire terminer la mission sur le mois de juin, du coup, et du coup, renvoyer un tout nouveau devis à votre client avec la TVA. La seconde question qu'on a aussi souvent, c'est je suis en micro-entreprise depuis plusieurs années et j'ai changé de statut. Je suis passée, par exemple, en EIRL, SASU ou tout autre statut. Comment est-ce que ça se passe sur Malte pour procéder au changement? Alors, de votre côté, donc pareil, il faut changer de forme légale dans vos paramètres d'entreprise et reporter donc sur la mission vos nouvelles mentions légales sur les missions en cours. Donc, pour rappel, quand vous changez de statut, il faut remettre bien toutes vos mentions légales, tous vos documents légaux pour qu'ils puissent être validés. Bien sûr, ces validations prennent entre 24 et 48 heures. Donc, c'est vraiment un temps très, très court pour repasser en entreprise vérifiée. Et ce qu'il faut faire attention aussi sur ce cas précis, c'est que si vous avez des missions en cours, si vous attendez de l'argent qui doit transiter sur votre ancien statut, il faut absolument attendre que l'argent arrive sur ce compte-là, sur ce statut-là, avant de modifier votre forme légale. Parce que sinon, dès qu'on va générer les nouvelles factures, ce sera avec votre nouvelle forme. Si vous changez votre RIB, l'argent va partir sur le compte de la nouvelle forme et après, ça devient un peu plus compliqué de notre côté pour gérer. Je ne sais pas si, Alba, tu voulais rajouter des choses? Non, c'était très clair. Je ne sais pas si on a des freelances qui ont des questions par rapport à justement ces rattrapages sur Malte. Comment on fait ou d'autres questions, n'hésitez pas. Du coup, c'est bon pour nous de notre côté. Donc, on passe aux questions. Du coup, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Est-ce que c'était clair pour tout le monde en termes des seuils de la micro? J'ai vu que certains avaient réservé déjà des créneaux dans mon agenda pour faire le point plus individuellement. Yes, ok. Bon, si c'est tout bon, je vous remercie déjà de votre attention et puis je laisse la conclusion à Clémentine. Merci beaucoup. Merci Marion, merci Kelly et merci Alba. Merci également à tous les participants et participantes d'avoir été à nos côtés pour cette session sur la micro. Je le redis pour ceux qui sont arrivés un petit peu après le début de la presse, un replay sera disponible sur le YouTube. Vous tapez Malte Community dans la barre de recherche YouTube, vous trouvez notre chaîne. Voilà, le replay sera disponible d'ici une dizaine de jours. Donc, n'hésitez pas à le consulter. Et puis, écoutez, sinon, je pense que on peut se quitter. Et je souhaite à tout le monde une très belle après-midi. Et puis, à bientôt. À bientôt. Salut. Merci, à bientôt. Merci encore. Au revoir. Au revoir. Au revoir.